Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue sur cette nouvelle série de webinars Oracle France sur le sujet incontournable de l'intelligence artificielle. Donc nous avons appelé ce programme donc la semaine de la data et de l'IA. Et je suis sûr que voilà, ça pourra répondre à beaucoup de vos questions. Donc voilà, bienvenue sur cette nouvelle série. Je suis Patrick Lemartret, directeur marketing chez Oracle France. Donc, je vais vous accompagner ce matin. Puis, comme on a pris l'habitude et quelques propositions à vous faire, la première, c'est de se former. Donc, on a un partenariat avec Oracle University. Et donc, c'est un programme gratuit. Voilà, en flashant ce QR code, vous pouvez vous inscrire et accéder comme ça à des modules de formation sur nos sujets. Hein, donc, le data management et tout ce qui est Oracle Cloud Infrastructure. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous êtes plusieurs centaines à en avoir profité depuis qu'on a lancé ce partenariat-là. Et puis également, donc, le groupe LinkedIn, on a un groupe Objectif Cloud Oracle en français. Donc là aussi, on a plus de 1000 membres maintenant et c'est vraiment l'endroit où vous pouvez récupérer les contenus, les replays de cette série. Vous les aurez donc très très rapidement et puis vous pouvez poser vos questions et rentrer en contact avec nos experts. Donc voilà deux QR codes à ne pas rater. Le programme de cette semaine, donc l'intelligence artificielle, on a fait en sorte d'avoir un programme le plus complet possible pour répondre à l'ensemble des questions. Sur l'intelligence artificielle, ça se décline aussi beaucoup par métier, par industrie, et on a fait donc un programme pour répondre à cela. Donc aujourd'hui, je vais revenir, donc c'est l'ouverture de cette série, je vais revenir sur le contenu de la session d'ouverture, et dès demain matin, donc on enchaîne avec donc des webinars par industrie. Donc demain matin, on traitera donc des bénéfices, des cas d'usage de l'intelligence artificielle pour le retail et le manufacturing. Demain après-midi, on fera la même chose donc sur le secteur de la finance, banque, assurance. Ensuite, on sera donc jeudi. Donc jeudi matin, on traitera une diversité d'industries, donc l'énergie, sur les services, c'est très vaste, et également donc les télécoms. Enfin, jeudi après-midi, on sera sur le secteur public et la santé. On terminera donc cette semaine donc sur le sujet qui concerne tout le monde, c'est la sécurité. Voilà, construire une intelligence artificielle, une plateforme qui soit sécurisée. Alors, aujourd'hui, donc, on va traiter donc le sujet, je dirais, dans sa phase générique. Quels sont les éléments essentiels, hein, pour traiter les données de son entreprise et y apporter l'intelligence artificielle. Donc, vous allez voir, on va beaucoup parler de bases de données, de la vectorisation des données et comment on va exploiter donc ces données-là dans des contextes d'application d'intelligence artificielle. Le safe harbor, hein, ce qui va être dit ce matin durant l'heure de ce webinaire, n'a pas valeur de contrat. Et voilà, avant de se lancer dans ce webinaire, je vous présente nos intervenants. Nous aurons Salem Khalil, qui interviendra tout à l'heure, qui est Technology Solution Engineer chez Oracle France, et Nicolas Désirin, Technology Solution Engineer chez Oracle France, à qui je laisse immédiatement la parole. Nicolas, c'est à toi. Merci Patrick. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour animer cette session. Je ne vais pas démarrer cette présentation en vous expliquant pourquoi l'IA est importante, comment elle va révolutionner nos habitudes, notre travail. Je pense que vous le savez tout autant que moi. Tout le monde a bien conscience de la part prépondérante que va prendre l'IA dans le monde en général et plus particulièrement dans notre domaine qui est l'informatique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt pourquoi IRA, pourquoi Oracle et qu'est-ce qu'Oracle peut offrir en termes d'IA. Vous savez, hein, comme nous, qu'Oracle a une offre quasi unique dans l'IT, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir des solutions à tous les niveaux du système d'information, du plus bas niveau avec l'infrastructure matérielle jusqu'aux applications d'entreprise que vous utilisez souvent pour la plupart d'entre vous, qu'elles soient on-premise ou qu'elles soient dans le cloud. Et ce qui rend assez unique notre solution, c'est que ces applications ou technologies, si elles sont pas leaders, en tout cas, elles sont pas loin de l'être dans leur domaine. Donc, soit leader, soit pas loin d'être leader. On est souvent très bien placé, notamment sur le Gartner. La stratégie d'Oracle, bien sûr, c'est de continuer d'innover dans tous les domaines, de continuer à proposer des solutions performantes, d'accompagner nos clients
Et c'est la raison pour laquelle on intègre de l'IA dans toutes nos solutions, de manière à ce que vous puissiez les utiliser pour améliorer vos applications, vos architectures et gagner en performance, en productivité, peu importe finalement la technologie ou les applications que vous utiliserez. Donc, quand on regarde un peu plus en détail la stack IA, hein, on voit que non seulement on est présent à chaque niveau, mais que dans chacune des strates, on a plusieurs offres. Donc, on a une offre relativement large, en tout cas suffisamment large pour couvrir la quasi-totalité des besoins, avec une approche pragmatique, hein, donc d'améliorer les performances, économiser du temps, de l'énergie et des ressources. Donc, tout en bas de la couche, on a notre infrastructure cloud, donc qui comprend bien sûr maintenant une couche d'infrastructure avec de l'IA, donc basée sur les technologies supercluster pour tirer parti des matériels les plus performants dans ce domaine et notamment donc la partie GPU évidemment. Au-dessus de l'infrastructure, on a notre data platform qui va avec beaucoup de solutions qui vont intégrer de l'IA dans les produits, donc que ce soit la base Oracle bien sûr, la base MySQL et Trace, la base de données Oracle autonome, mais même c'est pas dans la picture, mais même sur la partie Golden Gate, on intègre aussi de l'IA pour vous aider à améliorer les performances de vos applications. Et puis aussi tirer de partie de vos données en rapprochant l'IA au plus proche de la donnée. Ensuite, on a au-dessus notre plateforme de développement d'applications qui est disponible dans OCI, hein, donc dans le cloud Oracle, et qui fournit des services d'IA prêts à l'usage, qui ne nécessitent en général pas trop d'expertise poussée pour être utilisés. Et puis, bien, pour finir, on a bien sûr nos applications qui intègrent elles aussi des modèles d'IA formés pour vous aider dans divers secteurs, que ce soit le secteur de la santé, par exemple, les services financiers, la vente au détail ou la fabrication, le secteur public, par exemple. Donc, dans les applications Oracle, comme je vous le disais, on a dans toutes les suites applicatives que l'on propose, que ce soit les suites historiques, par exemple, de la gamme Fusion, hein, que ce soit RB Cloud, par exemple, ou des produits plus récemment acquis, comme NetSuite ou comme Cerner, par exemple, on ajoute à chaque fois de l'intelligence artificielle pour augmenter l'expérience utilisateur, pour faciliter, accélérer des tâches administratives ou rébarbatives, par exemple, ou aussi améliorer les processus. Donc, par exemple, si on prend Cerner, on a l'IA génératif qui va permettre d'automatiser des tâches critiques telles que la génération de résumés de sortie, par exemple, ou de lettres d'assurance et de référence. Pour Fusion ERP, on va pouvoir extraire automatiquement les informations de facture, ce qui réduit les erreurs et optimise donc les processus financiers. Et puis dans la partie HCM, donc Human Capital Management, avec l'IA, on va rédiger, on va réviser des descriptions de postes, on va détecter les biais dans les annonces et on va pouvoir améliorer donc comme ça l'adéquation entre les compétences et les profils pour mieux matcher les candidats. Donc, vous voyez, l'IA générative dans les applications Oracle, pardon, ce n'est pas seulement une avancée technologique, hein, ça améliore vraiment l'efficacité des processus dans tous les secteurs, que ce soit les services financiers, en passant donc par ou l'éducation ou la construction, par exemple. Au-dessous des applications, on a donc toute une gamme de services d'IA préconstruits disponibles dans le cloud Oracle également, avec donc deux types d'IA distincts, hein. On a d'abord la partie IA cognitive, on va dire donc plutôt des services d'IA construits sur des algorithmes de machine learning plus traditionnels, entre guillemets, hein, donc tels que les algorithmes de machine learning supervisés, typiquement de la classification, de la régression par exemple pour classifier les images, pour repérer les images, ou du temps supervisé pour découvrir dans la donnée, notamment avec la partie clustering. Donc, on a par exemple la partie Digital Assistant qui va créer des chatbots intelligents, la partie Speech qui va vous permettre de transcrire automatiquement des audios à partir des textes pardon, à partir d'une vidéo ou d'un audio. On a la partie langage interpréteur qui permet d'analyser et d'extraire les informations à partir d'un texte. Aussi Vision qui lui va vous permettre de classifier, d'automatiser, de détecter des éléments dans des images. Et puis la partie Document Understanding également qui permet le traitement de documents avec également de la reconnaissance de texte possible, donc de la classification et de l'extraction de données. Et donc, tous ces services, on va pouvoir évidemment interagir avec d'autres services qui sont dans le cloud Oracle ou avec d'autres applications, puisque simplement par appel API, on peut très bien utiliser ces services directement depuis une application. Et puis, on a aussi la partie Generative AI que je détaillerai plus en détail dans le slide suivant, mais on a ce qui s'appuie sur cette partie Generative AI, des agents ou des applications, des services comme le Code Assist, par exemple, qui va vous permettre, pour les développeurs, de faciliter une grande partie de leur travail, notamment en termes de génération de code, génération de documents, documentation sur le tout, ou de génération de, tests, de cas de test. Voilà, toute une série de services très construits et prêts à l'usage qui vont vraiment vous aider dans vos tâches quotidiennes. Donc la partie OCI Generative AI, hein, je fais un peu plus de focus, hein, donc c'est la partie qui va vous permettre
d'interroger des modèles LLM, pardon. Donc, pour le moment, on a Llama ou Cohere, hein. Donc, un LLM, c'est un large langage modèle, à l'image de ce que fait ChatGPT, par exemple. Et donc, on va pouvoir les interroger dans un environnement qui est le vôtre, donc qui est privé, sans aucun risque pour les données ou les informations que vous pourriez partager, par exemple, en faisant du RAG. Donc, vous, pour l'utilisation, vous pouvez faire appel à l'OCI Generative AI, soit avec l'interface Oracle Cloud pour chatter, par exemple, ou par API, exactement comme vous le feriez, par exemple, avec ChatGPT, mais donc en utilisant les modèles qui sont à disposition dans ce service, donc la partie Cohere ou Llama 3 de Meta. Donc, cette interface, elle est hébergée dans OCI, et vous pouvez, bien, comme les services préconstruits tout à l'heure, l'intégrer très simplement dans vos applications par simple appel API. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer vos propres instances OCI génératives, complètement privées, en déployant ce service sur vos machines au sein d'OCI. Donc, par exemple, avec des GPU pour tirer parti de plus de puissance. Et vous pouvez donc, dans ce cas-là, utiliser soit les modèles prêts à l'usage tels qu'ils sont, sans les modifier, soit vous pouvez aussi les personnaliser, donc les surentraîner avec vos propres données, de manière à ce qu'ils soient plus pertinents dans votre contexte privé. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Et tout cela, bien sûr, en respectant la sécurité, la confidentialité de vos données, qui ne seront jamais partagées ni avec Meta, ni avec Query. Donc, pour faire fonctionner l'IA générative, bah, il faut de la puissance de calcul. Ça demande vraiment beaucoup de puissance et l'utilisation de GPU, elle est particulièrement appropriée dans ce contexte, hein, puisque les CPU ne sont pas vraiment performants pour ce type de charge. Donc, nous fournissons maintenant des infrastructures GPU qui sont spécifiquement dédiées aux charges de travail IA et qui vont vous permettre de faire tourner vos moteurs d'inférence, donc OCI Generative AI, avec vos modèles, ou bien même faire du fine-tuning, et là, ça demande beaucoup de puissance en termes de calcul. Donc, dans OCI, ce qu'on propose, hein, on propose des instances bar métal avec du GPU, on propose des machines virtuelles avec des GPU, coupler tout ça avec du stockage HPC et du réseau de pointe, du réseau RDMA pour avoir des très bonnes performances. Donc, on reste toujours très évolutif, hein, puisqu'on peut utiliser des VM jusqu'à 4 GPU, du bar métal jusqu'à 8 GPU. Et puis, bien sûr, on peut combiner tout ça pour avoir des systèmes encore plus puissants, tout ça en communiquant à travers le réseau RDMA, donc un réseau extrêmement performant. Et on peut aller même jusqu'à 32 000 GPU sur un supercluster. Et on a une offre également en termes de coût qui est extrêmement compétitive quand on la compare aux autres grands hyperscalers. Alors, je finis cette partie d'overview hein, sur notre offre Exadata. Donc, c'est l'offre plus traditionnelle, hein, qui est clairement une offre d'infrastructure, pardon, que vous pouvez trouver aussi bien sur le cloud qu'on-premise. Alors, si je vous parle d'Exadata aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs sujets d'actualité autour de cette plateforme Exadata. La première chose, c'est les partenariats qu'on a conclus avec GCP, avec AWS et avec Azure. Et vous allez pouvoir maintenant utiliser l'infrastructure Exadata pour vos bases de données sur tous les cloud providers, en plus d'OCI, bien sûr, ou en plus, évidemment, de votre data center on-premise. Deuxième actualité, on a une nouvelle version qui est sortie juste en début janvier, donc la version X11M, qui rajoute des gains de performance de plus de 30% hein, par rapport à la génération X10M qui était déjà extrêmement puissante. Et puis bien sûr, côté IA, avec le nouvel software Exadata qui est livré maintenant dans la partie Exascale, ce qu'on appelle Exascale, hein, ça offre des capacités d'offloader, pardon, notamment la partie des données vectorielles. Donc, quand vous avez une base de données 23AI, que vous avez stocké des données vectorielles à l'intérieur, vous allez pouvoir les offloader côté cellules de stockage et donc bénéficier de toute l'accélération matérielle que peut fournir Exadata. Et donc, ça me permet de faire le lien, la transition avec Salem Kalim, qui va maintenant vous présenter ce qu'on peut utiliser en termes d'IA sur notre base de données avec la 23 IA. Merci. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à tous d'être présents à ce webinaire. Moi, aujourd'hui, je vais plus me concentrer zoomer sur la partie database et l'intégration de trois nouvelles technologies d'intégration d'IA dans la base de données. Donc, tout d'abord, avec les capacités natives en termes de machine learning présentes depuis plus de 20 ans avec des modèles prédictifs dans la base de données et avec la nouvelle version de la base de données 23AI, de nouvelles capacités ont intégré la base de données sont AI Vector Search et la GenAI, qui vont permettre au modèle de générer du code, du texte en interrogeant la base de données en langage naturel. Donc, j'entrerai plus en détail juste après. Donc, Oracle améliore en continu et depuis plus de 20 ans
son moteur de machine learning dans Oracle Database, donc disponible à la fois sur le cloud et on-prem. Donc, Oracle met à disposition une trentaine d'algorithmes optimisés pour produire des modèles de machine learning rapidement et efficacement, tout en assurant la protection de vos données et la sécurité de vos données. Donc, Oracle va rendre le machine learning accessible aussi bien aux data scientists qu'aux non-experts, donc ce qui va élargir son utilisation dans différents départements au sein de votre entreprise. Et Oracle va intégrer aussi toutes les étapes nécessaires, donc de la création à la gestion et au déploiement des modèles, donc avec des fonctionnalités d'intégration telles que du Python ou encore du R, et avec AutoML pour automatiser certaines tâches. Donc voici quelques références qu'on a à Oracle, donc des clients qui utilisent Oracle Machine Learning. Donc par exemple, on a CaixaBank, donc une très grande banque espagnole qui va utiliser des modèles prédictifs de machine learning pour faciliter la gestion de leurs risques. On a aussi Fiserv qui utilise Oracle Machine Learning et qui va éviter une perte colossale d'argent, donc 200 millions de dollars, pour anticiper, surveiller et comprendre la fraude au sein de leur entreprise. Passons à la deuxième technologie qui intègre la 23AI, qui est iVector Search. Donc en une phrase, ça va être la recherche de similarité entre les données. Donc contrairement aux recherches textuelles traditionnelles, donc qui va être la correspondance avec les mots-clés, ici, Vector Search va utiliser des représentations vectorielles des données pour capturer des nuances sémantiques beaucoup plus fines. Donc l'objectif est d'interpréter les questions des utilisateurs de manière plus contextuelle. Donc ceci va améliorer la précision, la pertinence des résultats dans les recherches, même si les termes exacts ne sont pas utilisés. Donc par exemple, si vous prenez une base de données avec plus de 1000 documents Wikipédia et vous posez la question à votre base de données, qui est le créateur de Facebook, par exemple, la base de données va vous ressortir exactement qui a créé Facebook. Et donc, il y aura un contexte. Donc, iVector Search va prendre le contexte de la question et répondre à votre question très précisément. Donc, je vous ai parlé de vecteur, de représentation vectorielle, mais qu'est-ce qu'en réalité un vecteur? Un vecteur va être comme une empreinte digitale, donc pour les informations. Donc, elle va être unique et va fournir de nombreux détails à son sujet. Donc, un vecteur va être une séquence de nombres qu'on va appeler des dimensions, qui va représenter des caractéristiques sémantiques importantes d'un élément d'information tel que une image, un texte, un son, par exemple. Ces vecteurs-là sont produits par des modèles de deep learning qu'on appelle des modèles d'embedding, donc afin de vectoriser vos données. Ces modèles-là sont directement présents dans votre base de données. Donc, pour déterminer si deux objets sont similaires, il suffit juste de calculer la distance entre deux vecteurs. Donc, par exemple, si vous avez une base de données avec plusieurs images de fleurs et vous prenez en photo une fleur, vous voulez savoir quelle nature est cette fleur-là, vous la mettez dans votre base de données et le vecteur fleur que vous avez mis dans votre base de données va se rapprocher directement de la nature et de la fleur qui lui ressemble le plus. Prenons un autre exemple qui est avec des incidents support. Donc, si on crée des vecteurs intégrés avec des incidents support, on pourra avoir plusieurs dimensions. Donc, par exemple, le produit, la sévérité, le statut, par exemple, qui va la rendre unique. Donc, c'est là que va permettre de comparer et de rechercher des données en fonction plus de leur sens plutôt que de leur forme brute. Donc, on remarque ici que les vecteurs incidents support les plus similaires vont se rapprocher entre eux. Et ça va permettre de traiter ces incidents support beaucoup plus facilement. Et si un incident support est assez similaire à un autre, de les traiter facilement. Donc, iVector Search est présent du coup dans la nouvelle version de la 23AI, nouvelle version de la base de données Oracle, et est très, très facile à utiliser et très facile à comprendre, notamment à travers des bases de données qui vont être dites convergées, où vous pourrez travailler avec des données qui seront structurées et non structurées. Donc, par exemple, vous pourrez comparer des images avec des PDF, du texte, etc. Donc, on a un nouveau type de données qui va faire son apparition dans la base, qui est vector, donc pour stocker les vecteurs. On aura une nouvelle syntaxe SQL qui va faciliter la recherche de similarités. Donc, des personnes qui ne sont pas forcément expertes vont pouvoir utiliser le SQL et iVector Search plus facilement.
On a des index de recherche approximatifs qui vont être packagés et ajustés directement dans votre base de données. Et on aura des modèles d'embedding qui seront intégrés dans votre base pour vectoriser vos données. À noter aussi que vous pouvez vectoriser aussi en externe, donc avec du Python par exemple, et réintégrer ces vecteurs-là dans la base de données. Donc les capacités de recherche vectorielle de High Vector Search sont entièrement intégrées à d'autres options dans la base de données. Donc pour tout ce qui va être haute disponibilité, performance, partitionnement ou encore sécurité, High Vector Search va tirer parti de ces options-là et va fonctionner de manière totalement transparente avec ces options-là. Donc voici quelques cas d'usage que vous pourrez réaliser. Donc, vous pouvez faire de la recherche sémantique de documents si vous voulez interroger votre base de données, poser des questions, faire de l'analyse de sentiments aussi. Vous pourrez faire de la recherche aussi de similarité avec des images, faire de la reconnaissance de visage et aussi travailler avec des modèles, donc du coup de machine learning pour faire tout ce qui est détection d'anomalies, de fraude, recommandation de produits par exemple. Passons maintenant à la troisième technologie qui intègre la 23i, qui est l'IA générative. Donc les bases de données vectorielles vont fonctionner vraiment en complément de ces IA génératives-là, en récupérant vraiment des données qui vont être des données privées et du contenu détaillé pour répondre à vos questions. Donc il y a une nouvelle technologie qui est le RAG, donc Retrieval Augmented Generation, qui va combiner la recherche d'informations pertinentes, donc privées, avec Vector Search pour générer des réponses qui vont être plus enrichies et plus précises. Maintenant, nous allons voir pourquoi il est mieux de faire du RAG que de travailler avec un modèle classique, donc pour vous, pour les entreprises. Donc tout d'abord, si vous travaillez avec du RAG, vous aurez beaucoup moins d'hallucinations, donc beaucoup moins d'erreurs. Car avec un modèle classique, vous serez confronté à des données sur Internet, par exemple, données publiques, et vous n'aurez pas forcément les bonnes informations. Ensuite, lorsque vous allez travailler avec un modèle classique, les informations dans ce modèle-là seront figées dans le temps. Ça veut dire que vous aurez besoin de réentraîner le modèle pour ajouter des informations à jour. Alors que lorsque vous allez travailler avec du RAG, vous avez une base de connaissances que vous allez alimenter sans réentraînement du modèle. Ensuite, vous pourrez travailler du coup avec des données dites d'entreprise. Donc, ça vous fera vos propres données et vous n'aurez pas, peut-être que si vous avez un vocabulaire précis à votre entreprise, vous pourrez travailler directement avec ces données-là. Vous pourrez aussi travailler avec des citations, des références propres à votre entreprise et vous pourrez aussi spécialiser votre base de connaissances ou au contraire, avec un modèle classique, vous pourrez faire du fine-tuning et faire du fine-tuning, c'est extrêmement cher. Donc, voici comment va se dérouler l'IA générative dans la base. Donc, on a l'utilisateur qui va poser une question en langage naturel. Donc, celle-ci sera transformée en vecteur numérique. Ce vecteur-là sera envoyé à High Vector Search pour trouver les correspondances qui seront pertinentes. High Vector Search va interroger la base de données privée et va localiser tout le contenu privé et qui va répondre au mieux à la question. Et une fois que ce contenu-là est identifié, ils seront utilisés pour enrichir la question initiale de l'utilisateur. Donc, ça va permettre d'ajouter du contexte et de la précision à la requête. Donc, enfin, GenAI va prendre la question, va combiner la question que l'utilisateur a posée, le contenu trouvé dans la base de connaissances privée et ces informations générales à lui pour produire une réponse complète et précise pour l'utilisateur. Donc, voici comment va fonctionner AI Vector Search. Donc, vous avez des data sources, des données publiques que vous allez charger dans votre base et vectoriser avec, comme je vous l'ai dit en amont, des modèles d'embedding dans votre base de données vectorielle. Vous pourrez faire du coup de la recherche de similarité entre ces données-là dans votre base de données vectorielle. Vous pourrez du coup rajouter un modèle pour pouvoir discuter avec votre base de données, avoir des réponses plus éclairées et faire du RAG, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc tout ce qui est en violet ici est ce qui est présent dans la base de données. Pour finir, j'aimerais vous parler d'une nouvelle technologie qui intègre Autonomous Database, qui est Select AI. Donc, Oracle va mettre à disposition une nouvelle technologie à travers Autonomous Database. Donc, Autonomous Database va utiliser de l'intelligence artificielle dans la base pour automatiser un certain nombre de tâches. Donc, cette nouvelle technologie qui est Select AI va vous permettre d'interroger en langage naturel votre base de données. Donc, Select AI va utiliser de l'IA générative
avec des LLM pour convertir du texte saisi par l'utilisateur et la transformer en oracle SQL. Donc, comment ça va se dérouler? Select AI va traiter le prompt en langage naturel, va compléter ce prompt-là avec de la métadonnée, puis générer et exécuter une requête SQL. Les avantages à cela sera un moyen beaucoup plus facile d'obtenir des réponses sur votre entreprise en utilisant du coup votre langue naturelle et vous n'aurez pas besoin de savoir où est stockée votre donnée pour obtenir les informations que vous souhaitez. Je vais redonner la main à Nicolas Desira pour la démonstration. Merci à tous. Donc, merci Salem. Donc, je vais essayer maintenant je vais vous faire une petite démonstration pour vous présenter justement en pratique ce que vient de vous expliquer Salem sur la partie vectorisation, sur la partie intégration avec les modèles de machine learning. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, vous avez dans le chat, vous avez dans le Q&A, vous avez la possibilité dans votre webinaire de poser des questions à travers le Q&A. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions sur les parties qu'on vient de vous présenter. On sera ravis d'y répondre à la fin de cette présentation. Donc la démonstration. Je vais vous faire une démonstration d'utilisation du RAG et de AI Vector Search. Donc tout ça avec Oliama. Donc le contexte, je vous explique. C'est une application de câbles diplomatiques. Donc c'est une application de gestion de câbles diplomatiques, donc de courriers diplomatiques entre l'ambassade, qui vont être stockés dans la base de données et qui vont être vectorisés grâce à AI Vector Search. Donc les personnels des ambassades après pourront interroger en langage naturel le contenu des câbles diplomatiques. Donc évidemment, c'est une application relativement sensible, parce que c'est pas de l'information qu'on va mettre qui est destinée à être publique. Donc on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de connexion publique de réseau, donc pas d'envoi non plus d'informations à travers le réseau. Et donc pour ça, on va utiliser du RAG, donc en mode local, donc avec l'utilitaire Oliama, pour répondre aux questions à partir du contenu pour récupérer le contenu par recherche de similarité dans la base de données Oracle. Donc l'architecture telle qu'elle est faite, donc on aura un serveur avec la base de données. On aura aussi un serveur avec la partie Oliama, donc c'est un utilitaire que je vais installer sur une machine Linux à côté et qui va faire tourner les modèles de LLM. Donc, on va charger, comme l'a expliqué Salem juste auparavant, donc on va prendre des câbles diplomatiques, on va charger ces câbles diplomatiques dans l'application, on va ensuite les transformer, les découper en morceaux de manière à ce qu'ils soient traitables par la partie vectorisation, et on va les vectoriser pour les stocker ensuite, stocker les vecteurs dans la base. Et pour les vectoriser, on va utiliser un modèle d'embedding qu'on aura chargé au préalable dans la base avec les fonctionnalités qui sont maintenant permises depuis la 23 GAI. Et pour tout ça, on va utiliser l'application Apex. Donc pour cette démonstration, j'ai utilisé Apex, qui est une interface pour développer des applications web et qui vont vous permettre d'interroger de manière graphique et simple, dans le cas de la démonstration d'aujourd'hui, d'interroger facilement par recherche de similarité à partir d'une question que posera une personne de l'ambassade. Donc, vous connaissez, je pense, Apex, c'est une plateforme de développement donc low-code, en mode web, qui est totalement intégrée dans la base de données et qui est disponible sur toutes les éditions, que ce soit les éditions free, standard ou enterprise également, sans coût supplémentaire. Et bien sûr, vous trouvez cette possibilité on-premise ou dans le cloud, peu importe où c'est déployé. Donc, c'est très pratique, c'est très rapide pour faire des applications avec peu de code. Et donc, c'est très, très largement utilisé par beaucoup de nos clients. Vous avez les chiffres sur le slide là. Et donc Apex aussi va profiter maintenant de l'IA. Donc à partir de la dernière version d'Apex, donc la 24.1, on peut maintenant en langage naturel demander à un LLM en syntaxe française, donc avec un LLM, ce que je vais vous montrer, demander au LLM de créer l'application pour vous simplement en la décrivant. Voilà. Et donc il y a aussi un assistant à IA qui va par exemple vous permettre de générer à partir d'un langage naturel des requêtes SQL, un petit peu comme le Select AI que vous a présenté Salem juste auparavant. Donc, dans Apex, vous aurez aussi la possibilité de générer du code SQL ou de vérifier pourquoi vous avez des erreurs en interagissant directement avec un LLM sans avoir besoin de vous connecter à l'extérieur pour avoir l'information. Donc, je vais démarrer la démonstration. Donc, là, la démonstration va démarrer par la configuration de Olama. Donc, Olama, comme je vous le disais, c'est un outil open source, donc qu'on peut récupérer sur Internet et qui permet de faire tourner des modèles LLM. Donc, on a
pléthore de modèles LLM. Donc l'installation, elle se fait de deux manières distinctes. Soit vous avez une connexion Internet et simplement vous téléchargez le petit script install.sh et vous le faites tourner. Soit vous téléchargez Oliama directement sur votre serveur et vous le dézippez et ça fonctionnera tel quel. Donc j'ai une machine virtuelle sur laquelle j'ai installé Oliama. Donc je vais simplement vous lister Oliama pour dire pour l'instant il n'y a pas de modèle qui tourne. Donc vous voyez c'est une interface en ligne de commande. Donc je tape Oliama et donc j'ai toutes les différentes commandes que je peux utiliser. Donc c'est relativement simple à utiliser. L'installation c'est 2-3 minutes, hein, le temps de dézipper le fichier. J'ai mis en place dans la configuration la capacité d'écouter sur n'importe quelle adresse qui vienne sur le serveur, hein, puisque Olama fournit une interface d'API, donc on peut interagir avec Olama par API, c'est ce que d'ailleurs on va utiliser côté base pour interfacer avec. Donc on peut bien sûr faire de la ligne de commande directement sur le serveur, mais c'est pas exactement l'objectif aujourd'hui, hein. Donc là, je vous montre simplement que quand on pose une question, évidemment, on a la réponse du LLM et qu'elle tourne bien en local. Et donc, on consomme déjà la moitié de la puissance CPU pour répondre à cette question parce que effectivement, j'ai pris un modèle de LLM relativement large pour avoir des choses relativement précises. Donc, évidemment, ça demande beaucoup de puissance. C'est là où on s'aperçoit que l'intérêt des GPU dans ce cadre-là. Donc, j'ai tourné mon modèle. Donc là, il est démarré. Comme vous voyez, il est monté. Il fait que du CPU puisque je n'ai pas de GPU disponible sur cette machine. Donc ensuite, je vais lui demander de conserver ce modèle en mémoire de manière à ce qu'il ne descende pas la mémoire parce que c'est relativement long à charger. Donc, vous voyez, il fait 53 gigas en taille, donc complètement en mémoire, hein. Je peux bien sûr avoir de la puissance mémoire également en plus de la puissance GPU. Et puis bien sûr, par appel API, donc par web, par API web, je peux interroger mon modèle LLM de la même manière que je l'ai fait en ligne de commande directe. Donc voilà, donc maintenant on va passer sur la partie Apex. Donc la partie Apex, où là je vais vous montrer comment avec de l'IA générative, on va pouvoir créer des applications très rapidement, très facilement. Et ça, c'est extrêmement pratique. Donc, la première partie, ça va être de configurer effectivement la partie GenAI dans Apex, en sachant qu'en fait, Oliama utilise les mêmes méthodes que OpenAI. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser la partie Oliama de manière très simple dans Apex. Donc, je vais d'abord me connecter à mon workspace Apex. Hein, c'est donc mon environnement de travail qui va me permettre de développer. Et là, je vais aller configurer la partie Generative AI. Donc là, je vais créer donc une nouvelle connexion vers un moteur LLM. Donc j'en ai trois à disposition dans Apex, hein. Donc j'ai GenAI, OpenAI ou Cohere. Et en fait, je ne vais pas utiliser OpenAI, mais j'utilise les méthodes OpenAI. Ça va bientôt être intégré d'ailleurs à la partie Oliama directement, sans avoir besoin de faire ce petit workaround. Et donc là, j'utilise mon adresse privée de mon serveur Oliama, hein, que je vais interroger après. Je vais mettre le modèle que j'utilise, donc le modèle qu'on a vu tout à l'heure que j'ai chargé, donc le modèle Llama 3 truc, et je vais créer cette connexion. Voilà. Là, ça veut dire que maintenant, mon application Apex, elle est capable de se connecter directement sur le LLM. Je vais vous montrer d'ailleurs le test rapidement. Je fais un test en regardant les attributs additionnels. J'ai l'Apex Assistant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vais vous poser la même question à travers cet Apex Assistant. Donc là, je vous montre pour laisser les bleus en une phrase, hein. Et donc, je vais exécuter la requête. Alors, c'est raccourci, hein, c'est un peu plus long que ce que je vous montre, mais j'ai raccourci un peu le temps à chaque fois. Donc, comme vous le voyez, effectivement, le serveur Linux ou à Oliama, il est en train de tourner. Donc, on utilise bien la partie locale Oliama et on ne va pas sur le réseau public pour envoyer nos informations privées. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant créer l'application en langage naturel. Alors, évidemment, une partie a déjà été faite côté base de données, hein, toute la partie fonction, la partie table. Donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir, en langage naturel, exprimer l'application que je veux qu'on me crée. Donc là, je demande une application pour mes câbles démo, pour mes câbles diplomatiques, pardon, avec la gestion de forme et une page blanche. Là, il va me fournir euh, un blueprint, en fait. Et à partir de ce blueprint, on va pouvoir créer l'application directement dans Apex. Donc, une fois qu'on crée sur l'application, qu'on clique sur créer d'application, on va pouvoir modifier
encore quelques éléments. Alors, on pourrait aussi les mettre en langage naturel, hein, mais bon, je n'ai pas tout mis dedans. Là, je vais changer le titre parce que je me suis trompé au départ. Et puis, on peut un peu modifier rapidement ce qu'on veut faire. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a le blueprint. On n'a plus qu'à faire créate application. Il va automatiquement vous créer l'application. Vous voyez, en quelques minutes, eh ben, je vais avoir une application quasiment clé en main, directement utilisable. Alors, la page blanche, je vais quand même un petit peu rajouter quelques éléments. Donc, je vais un petit peu la mettre à jour. Euh, deux, trois éléments. Je vais simplement mettre un texte, donc une boîte, un champ de texte en fait pour poser la question, évidemment, hein, pour interagir forcément avec la base. Donc là, je vais rajouter rapidement un texte, un champ texte. Je vais rajouter un bouton simplement pour cliquer et pour pouvoir envoyer la demande à la base, hein. Donc, je vais bien sûr interagir directement avec ma base de données et je vous montrerai après ce qu'on fait en dessous finalement en termes de SQL, hein, sur la base. Ensuite, je vais rajouter un texte également, un texte ARIA pour la partie récupération des résultats, donc les résultats qui viennent du LLM, hein, donc le texte qui sera fourni par le LLM une fois qu'on aura posé la question. Je vais ajouter quelques informations et je vais simplement vous montrer encore une dernière chose sur cette partie-là, qui est l'appel que je fais à partir du bouton le submit. Donc, je vais en fait créer ce qu'on appelle une action dynamique. Et dans cette action dynamique, je vais faire un appel à un code PLSQL, hein, puisqu'on est connecté directement à la base. Donc évidemment, la fonction elle existe déjà, hein. Donc, là, je rajoute l'information. Et donc, dans la partie execute code, je vais rajouter le code PLSQL que je vais exécuter dès que j'aurai cliqué sur le bouton. Et donc, cette information, c'est une fonction qui existe dans la base de données que je vous montrerai après et qui va aller interroger le LLM en ayant parcouru les documents avec une recherche de similarité. Et l'Apex Assistant, comme vous voyez, hein, ça vous permettra, par exemple, là je ne le fais pas, mais de générer directement des requêtes SQL, ou si vous avez une erreur dans votre validation, de poser directement la question au LLM pour essayer de résoudre l'erreur automatiquement sans avoir besoin d'aller sur le web. Donc voilà la partie Apex, donc la partie création d'application, donc je sauvegarde tout ça. Donc maintenant, je vais exécuter l'application. Donc je vais la lancer, hein, parce que je l'ai à peu près créé à ce que je voulais faire, et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour interroger directement le moteur. Donc là, je me connecte à mon application. Donc j'ai mon texte que j'ai créé. Donc je pose une question. Que s'est-il passé en Europe? Et donc, avec le contenu des câbles diplomatiques qui ont été vectorisés, en fait, on va faire une recherche de similarité dans ces contenus pour savoir ceux qui correspondent à l'Europe. Et ensuite, on va rajouter ces informations dans le prompt qu'on va envoyer au moteur LLM, donc à moteur LLM qui tourne sur Oliama, hein, comme vous le voyez là. Et ensuite, celui-ci va vous renvoyer le résultat très précisément avec le contenu que vous lui avez passé en entrée. Donc, vous voyez là en Europe, dans les câbles diplomatiques qui étaient présents dans la base, on a pas mal d'informations sur l'Autriche, sur l'Italie, la Suède, etc. Et donc, je peux même poser la question plus précisément sur ce qui s'est passé en Italie. Donc, j'aurai une réponse encore plus focus sur la partie Italie. Et donc, bien sûr, si je posais cette question génériquement à un LLM, la réponse n'aurait pas vraiment de sens. Là, elle est vraiment contextualisée à mon application et à mes données privées. Et puis, bien sûr, on peut après enrichir effectivement le prompt dans la question que je pose. Je peux poser une question sur par exemple, ce qui s'est passé en Afrique en lui demandant de me donner le résultat en 3 phrases seulement parce que je veux un résumé rapide et bref sans que ce soit trop long. Donc là, voilà, j'exécute la question en demandant 3 phrases. Donc là, voilà, la question va arriver. Donc après, on va aller voir un petit peu de manière sous-jacente ce qu'il y a côté base pour faire tourner tout ça. Donc vous voyez l'application très simple à créer. En quelques clics, hein, j'ai créé une application qui est capable d'interagir avec un LLM sans que ça m'ait posé une grosse difficulté pour le faire. Donc la partie SQL, hein, donc, qui est sous-jacente finalement à cette application. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment elle a été construite et quelle méthode elle utilise pour faire fonctionner cette partie.
Donc, tout d'abord, l'application va prendre des documents, donc des documents JSON. Ces documents JSON, on va les charger dans la base, hein, donc on va les intégrer directement dans la base. Et ensuite, on va utiliser les méthodes qui sont fournies par la 23 AI, donc des procédures PLSQL, qui vont vous permettre d'interagir directement avec les LL. Donc là, première chose qu'on va vectoriser, on va vectoriser les documents qu'on aura chargés. Donc on va, pour cela, importer dans la base un modèle d'embedding. Alors bien sûr, c'est pas le LLM qu'on importe, hein, c'est simplement un modèle d'embedding qui fait en gros 50 mégas ou 100 mégas maximum et qui va être utilisé ensuite pour générer les vecteurs à partir des documents qu'on aura chargés. Vous voyez, quand j'ai exécuté la requête, c'est en erreur parce qu'évidemment, il existe, je l'avais déjà chargé. Mais simplement, en quelques secondes, vous allez charger votre modèle LLM. Ensuite, votre modèle, pardon, d'embedding, excusez-moi. Ensuite, vous allez utiliser simplement une requête et encore des fonctions qui sont fournies par le moteur Oracle en PLSQL qui vont vous découper les textes en morceaux plus utilisables en termes de taille. Et ces morceaux, on va les vectoriser avec le modèle d'embedding qu'on vient simplement de charger dans la base de données. Donc, avec une seule requête, on va être capable de lire l'ensemble d'une table, d'en créer une nouvelle euh, et donc créer une nouvelle avec les différents chunks, hein, donc les différents morceaux d'un même texte découpé, avec en plus la partie vectorisée à côté, hein. Donc comme vous voyez, la requête, ce que j'ai exécuté auparavant. Donc on a les chunks, donc les morceaux de chacun des textes, des câbles diplomatiques qui sont présents dans la base, et on aura la partie dans la droite, je vais y arriver, on aura la partie vecteur, donc pour vous montrer qu'on a en plus vectorisé l'information. Donc là, vous voyez, on a le vecteur ici qui est associé à chacun des chunks qui ont été découpés. Une fois qu'on a fait ça, la recherche de similarité, c'est simplement par rapport à une question donnée. Donc vous voyez dans l'écran après, j'utilise la partie vector similarity, hein, qui est une fonction PLSQL qui est fournie. Et donc cette fonctionnalité va utiliser le modèle que j'ai chargé, les documents qui ont été vectorisés, on va les comparer avec le vecteur généré sur la question qui a été posée. Donc, vous voyez que c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Et donc, cette question, on aura les documents qui seront les plus similaires par rapport à la question que je viens de poser. Donc, très simplement, vraiment, c'est extrêmement simple parce que tout est fourni, déjà complètement intégré directement dans le moteur Oracle. Et ensuite, la fonction, je vais pouvoir l'exécuter. Donc, je vais vous montrer un petit peu cette fonction. Elle est extrêmement simple, hein. Donc, d'abord, je récupère les paramètres de mon serveur Oliama, hein. Donc, je mets ça dans une table donc avec l'URL et avec le modèle utilisé. La requête qu'on vient de voir, je l'exécute là et je récupère donc les 10 textes que je concatène les uns avec les autres pour enrichir en fait le prompt que je vais envoyer au LLM. Donc, mon contexte, je l'enrichis, je lui mets quelques conditions préalables, j'enrichis ensuite avec le contenu que j'ai récupéré de mes données vectorisées, hein, donc le texte directement. Donc, je vais mettre les paramètres. Donc, les paramètres, hein, ils sont simples. C'est Oliama. Donc, c'est le provider local Oliama, parce que dans la base, il existe bien le provider directement Oliama. Et je vais utiliser la fonction DBMS vector, util to generate, qui va vous permettre de générer le texte. Donc, ça va directement envoyer au LLM tout l'ensemble du texte que j'ai construit avec la recherche de similarité. Ça va envoyer ça au LLM, qui va me renvoyer la réponse avec le contenu. Donc maintenant, quand j'exécute cette requête, hein, de la même que j'ai exécutée tout à l'heure sur l'application, je l'exécute en SQL et j'ai exactement la même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Je vais avoir la même réponse, parce que j'exécute exactement la même fonction. Donc comme vous voyez, on fait toujours tourner le modèle Oliama sur mon serveur Linux. Donc là, il s'exécute et donc j'ai le résultat qui apparaît à l'écran. Je vais vous montrer là. Et donc on a exactement le même résultat que ce qu'on avait tout à l'heure. On l'a fait à travers l'application. Donc voilà comment ça marche un peu de manière sous-jacente au niveau SQL. Donc c'est pas extrêmement compliqué, c'est extrêmement bien intégré au niveau de la base. Donc pas besoin de faire de gros développement derrière. Toutes les méthodes sont déjà construites. On a quand même pas mal de LLM qui sont disponibles directement dans la partie vectorielle. Alors, pour information également, cette application, je l'ai faite avec mes collègues Vincent Murcy et Hakim Loumi. Et donc, la deuxième partie, vendredi, ils vont reprendre cette partie applicative et ils vont vous montrer comment on peut, en plus, avec les outils Oracle, les outils de sécurité Oracle, comment on peut
sécuriser toute cette partie applicative très facilement pour que justement, dans un contexte aussi sensible que de câbles diplomatiques, on puisse finalement, même au niveau des personnels, les personnes qui vont interroger la base, on puisse mettre de la sécurité pour que tout le monde ne puisse pas avoir accès à tous les documents à l'intérieur de l'ambassade. Voilà un petit peu le contexte qui vous est fourni et je vais passer maintenant la main à Patrick pour la suite de ce webinaire. Merci Nicolas. Très C'est bien, parti. on va effectivement passer à la session de questions-réponses. Voilà, j'ai vu que vous aviez déjà déposé vos questions, je vois que Salem nous a déjà rejoint. Euh, voilà, ça me permet de montrer à l'écran qu'effectivement, vous avez la série des événements Oracle Cloud World Tour qui sera de passage à Paris le 13 mars prochain. Donc voilà, c'est un événement qui se faisait essentiellement à Las Vegas dans le passé et aussi à Londres et qui sera de passage à Paris donc cette année en 2025. Euh, alors les questions, on démarre. Euh, Peut-être, elle est assez générique, mais je pense que c'est pas mal pour démarrer. C'est la base de données vectorielle Oracle. Finalement, est-ce qu'elle est différente par rapport aux bases qu'on trouve sur le marché? Alors, je vais y répondre. Oui, elle sera très différente des autres bases vectorielles sur le marché, notamment si vous voulez travailler avec des gros volumes. Donc, la performance de la base de données Oracle sera omniprésente. Euh, Oracle va intégrer aussi de nombreux index vectoriels extrêmement pertinents et très précis. Donc, si vous voulez poser des questions, vous aurez des réponses extrêmement précises. Les bases de données vectorielles Oracle vont aussi s'adapter et seront compatibles avec tout l'écosystème Oracle. Et ces bases de données vectorielles-là seront aussi très flexibles, car vous pourrez les déployer à la fois sur le cloud et on-prem. Et, euh, et voilà. Et merci Salem. Euh, On va revenir justement sur cette notion de performance. Est-ce qu'il y a une question sur le process de vectorisation? Est-ce que ça demande beaucoup de ressources, notamment GPU? Et est-ce qu'il y a des paramètres effectivement qui permettent de jouer là-dessus en fonction du type d'information, mettons des priorités, etc. Je vais répondre si c'est OK. Donc effectivement, les modèles, ça demande pas mal de puissance. Donc la partie vectorisation, comme je vous le disais, c'est des modèles d'embedding qu'on va charger directement dans la base et qu'on va faire tourner. Donc effectivement, quand ils sont dans la base, on va utiliser du CPU à ce moment-là. Alors suivant les cas, effectivement, ça peut être un peu limité. Alors ce qu'on peut faire, c'est que vous avez vu que maintenant on peut s'interfacer avec les LLM ou avec Oliama et les Oliama peut aussi faire tourner des modèles d'embedding. Donc si vraiment on a besoin de plus de puissance, on peut très bien installer par exemple une IA générative. Soit on peut l'utiliser sur un service public, soit une IA générative en local, avec du GPU, donc plus de puissance, et on peut passer l'information à vectoriser et la récupérer. Donc on a deux modes tout à fait compatibles l'un avec l'autre, suivant les cas, suivant la charge dont vous aurez besoin. Peut-être que pour du one-shot, si vous avez beaucoup de documents à vectoriser en une seule fois, peut-être que l'utilisation de GPU est peut-être plus pertinente. Et après, pour du fil de l'eau, ça peut avoir du sens d'utiliser ce qui est dans la base, c'est quand même plus pratique, plus facile et directement intégré. Donc à voir suivant les cas, en fait. Alors, justement, il y avait une question complémentaire là sur les GPU. On se demande s'il y a des GPU en France. Enfin, Oui, chez tout à fait. Oracle, je veux dire. Chez Oracle, oui, chez Oracle, oui, il y a des GPU en France. Alors, on a des GPU dans pas mal de régions maintenant en Europe, soit en Allemagne, à Londres, en France. On a de la GPU disponible de type L4, je crois, du A10 aussi. Et on a en prévision également des gros déploiements assez prochainement sur l'ensemble des régions, et y compris la région France, bien sûr, pour avoir du GPU, pour que les clients puissent maintenant utiliser du GPU plus facilement, notamment dès qu'ils vont faire de l'intelligence artificielle avec le service. Ok, merci Nicolas. Euh, Ensuite, on change un petit peu d'angle. Tu as parlé, je crois, Salem, de tout ce qui était langage naturel. Donc, quelles sont les langues supportées, voilà, pour poser des questions en langage naturel? Donc, toutes les langues sont disponibles sur ces bases de données vectorielles-là. Donc, vous pourrez interroger votre base de données dans n'importe quelle langue. Donc, je pense qu'il y a plus de 60 langues disponibles. Donc,
pouvez interroger dans n'importe quelle langue que vous voulez. Merci. Euh, Ensuite, Nicolas, on revient chez toi pour Mhm. la démo Yamaha. En local, on te demande quelle machine tu utilisais. Alors là, j'ai utilisé une VM que j'avais provisionnée pardon, dans le cloud Oracle, là. Elle était composée de CPU, donc j'avais quand même 24 CPU. C'était relativement large, mais même comme ça, en CPU, c'est compliqué, soyons clairs. Faire tourner des modèles un peu importants, si c'est des modèles larges, là, ils étaient à 50 gigas en mémoire. Il y a des modèles encore plus larges qui peuvent faire 200 gigas. Il faut vraiment beaucoup de puissance pour pouvoir les faire tourner, hein, ça c'est clair. Et dans ce cas-là, il faut vraiment, si possible, utiliser du GPU. Ça sera vraiment extrêmement plus performant. Par exemple, pour information, moi, j'ai un PC sur lequel j'ai des GPU. Et quand je fais tourner ce modèle-là sur mon PC à moi avec un seul GPU, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, effectivement, il faut vraiment privilégier les GPU. C'est pour ça on va en mettre beaucoup à disposition très prochainement dans nos data centers, parce que c'est vraiment ce qu'il faut pour faire tourner les modèles. Sur des modèles un peu moins larges, qui sont moins gros, honnêtement, effectivement, du CPU, ça peut largement suffire, mais ça dépend vraiment du modèle qu'on a en dessous, hein, donc faut pas qu'il soit trop gros, sinon il faut vraiment utiliser de la GPU. Merci Nicolas. Euh, Ensuite, on revient, je pense que c'est aussi, tu as montré la démo avec Apex, etc. La question, c'est effectivement en utilisant l'IA avec les LLM, plus Apex, est-ce qu'on peut générer une application transactionnelle avec des écrans, mise à jour des tables, etc., utilisation Clairement, ouais. de modèles normalisés? Ah, Clément, en fait, là, je ne l'ai pas montré, mais quand j'ai créé l'application, je n'ai pas été dans le détail des écrans, mais j'avais demandé dans la création de l'application d'avoir des formulaires qui allaient gérer les tables, deux tables en fait de l'application. Ça m'a créé des formulaires. Je ne l'ai pas montré parce que c'était pas le but là de cette démo pour cette session-là. C'était vraiment montrer la partie intégration avec le LLM sur la machine distante au LMA. Mais clairement, il s'agit en demandant simplement de maintenir l'application, on peut lui rajouter qu'on veut par exemple être capacité d'ajouter ou de supprimer des informations sur les tables, de gérer complètement la table. Et ça, on peut le faire très simplement en langage naturel, ce que j'ai fait. Et il va vous créer effectivement des modèles déjà établis avec la possibilité de maintenir, de gérer les tables avec des formulaires déjà préconstruits. Merci Nicolas. Euh, Alors, il y a une question, je vais la lire pour tout le monde. Peut-on développer une application d'IA avec reconnaissance de visage? Je pense on y rentrera justement dans cette semaine. Voilà, tout ce qui est computer vision, on aura pas mal d'exemples sur ce genre d'application. Mais Nicolas Salem, je vous laisse aussi réagir à cette question. Bah, oui, on peut le faire. Alors, on aura deux méthodes. Soit on peut le faire directement dans la base, puisque finalement, on a des modèles qui permettront de le faire, puisque dans la base, on a aussi des algorithmes de machine learning, comme disait Salem tout à l'heure, hein, de classification, par exemple, qui vous permettent de faire de la reconnaissance d'image ou de la régression linéaire. Donc, tout ça, on est capable de le faire dans la base. Ça, depuis quand même très, très longtemps, hein. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait du machine learning dans Oracle, là, dans la base. Donc, ça, on peut le faire depuis longtemps. Et donc, on peut bien sûr, directement dans la base, faire de la reconnaissance d'image. Après, sinon, on peut aussi interagir avec les services OCI génératives, pardon, OCI Services, notamment la partie OCI Vision. Et on peut, par API, par exemple, faire de la reconnaissance d'image en appelant le service qui est intégré dans OCI, donc le service OCI Vision. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour développer des applications de reconnaissance d'image. Suivant les cas, suivant les choix, vous aurez la possibilité de faire l'un ou l'autre. Merci Nicolas. On continue sur les LLM. On demande quels sont les LLM qui fonctionnent avec Oracle. Je crois que t'en as cité un ou deux. Il y en a Ouais. pas mal qui fonctionnent. Donc, on a OpenAI, Cohere. Donc, tous les LLM présents sur le marché peuvent fonctionner avec les bases de données Oracle. Pour rajouter un peu, effectivement, on a OCI, on a Cohere, Cohere, ouais. on a OpenAI, bien sûr, voilà. Et on a aussi, maintenant qu'on peut faire du Oliama, maintenant qu'on peut utiliser Oliama, finalement, Oliama, il y a, je sais pas, vous allez regarder sur le site d'Oliama, vous avez des centaines de modèles disponibles, que ce soit les modèles de Google, les modèles de Meta, les modèles de Cohere, tout ça, c'est disponible directement dans Oliama. Vous pouvez les télécharger et les utiliser. Donc, je dirais que maintenant,
Bah, avec la base Oracle, en interagissant, on peut vraiment utiliser tous les modèles qui existent quasiment sur le marché. Ok. Aussi, Et on il y avait utilise une avec. question complémentaire, c'était est-ce qu'il y a des notions de performance justement? Est-ce qu'il y a des choix à faire par rapport à la base de données Oracle? Bah, je peux pas vous dire. Après, c'est un peu la même chose que la même question que précédemment. C'est-à-dire que si vous voulez faire il faudra effectivement avoir une puissance suffisante pour interagir avec un modèle. Et la plupart des modèles publics, que ce soit OCI, Generative AI ou même Collier, par exemple, vous avez quand même une puissance qui est relativement importante. Ce qui est intéressant avec le Generative AI, c'est que vous pouvez avoir votre propre modèle. Hein, vous pouvez avoir votre instance privée finalement sur laquelle vous installez votre service. Et là, vous pouvez mettre la puissance que vous voulez. Putain, vous avez tous les GPU qui sont disponibles dans le cloud Oracle. Donc, vous pouvez maintenant, avec ce service-là, déployer ce service non pas en l'utilisant de manière publique, mais en le déployant sur vos machines privées. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre toute la puissance nécessaire pour l'adapter à votre charge. Donc, ça, c'est vraiment une possibilité qu'on offre avec OCI qui permet vraiment de s'adapter à des charges et de fournir plus de puissance si nécessaire. Ok. Super, merci. Il y a une autre question par rapport à alors voilà des utilisateurs d'applications Oracle. Voilà ce qu'on a montré ce matin. Est-ce qu'on peut l'exploiter dans un contexte d'Oracle Fusion voilà dans ERP, dans HCM, etc. Alors, je suis pas spécialiste sur le sujet, honnêtement. Je sais pas si tu as la réponse, mais je sais qu'on peut faire les appels web, on peut faire des appels API. Hein. Donc, du coup, dans toutes nos applications, dans nos suites applicatives, bon, déjà, il y a l'IA qui est intégrée directement dedans, mais on a aussi la capacité d'interagir avec d'autres services par API, par API, hein, donc par appel d'API. Donc, du coup, oui, on va pouvoir rajouter, faire des développements supplémentaires, comme on le fait souvent sur les ERP, hein, rajouter des développements et s'interfacer avec des services, soit les services préconstruits cognitifs, soit les services d'IA génératif, par exemple. Ça, oui, on pourra le faire. Et notamment, on peut souligner que Apex est particulièrement utilisé dans les contextes C'est vrai. d'applications Oracle. C'est vrai. Notamment, ça s'intègre très bien, notamment sur la partie authentification, puisqu'elle est intégrée directement avec les applications. Donc, en général, on peut utiliser très facilement de l'Apex. C'est vrai que c'est souvent fait pour étendre nos applications d'entreprise, notamment la partie ERP Cloud. On a toutes les capacités d'extension avec Apex qui sont déjà enfin, préconstruites. Merci Nicolas. Alors les questions pleuvent, on va pas avoir le temps de. Alors il y a une question sur la sécurité, donc on va traiter le sujet de la sécurité en particulier, donc Ouais. vendredi, ce sera vraiment le moment. Euh, une question voilà qui revient là, deux fois, c'est la 23AI. Est-ce que c'est disponible on-premise? La vectorisation est-elle disponible aussi on-premise? Alors oui, elle est disponible. Mais alors, il faut savoir qu'Oracle, c'est une société cloud first maintenant. Donc, on a d'abord sorti la 23 AI sur notre cloud OCI. Et puis ensuite, on l'a sorti on-premise sur nos infrastructures Exadata, nos ODA. Donc, elle est disponible on-premise. Et pour le reste, on peut aussi utiliser la version free sur n'importe quel système on-premise. Et pour le reste, il faudra regarder. En fait, on n'a pas d'informations sur les sorties sur les autres plateformes. Il faudra simplement suivre la note Metalink, enfin MOS, pardon, excusez-moi, c'est un peu ancien Metalink. Donc la note MOS, et donc, sur cette note MOS, vous aurez l'information quand la plateforme sera disponible sur les autres plateformes. La version, pardon, sera disponible sur les autres plateformes autres qu'Exadata et ODA. Super. Merci beaucoup, messieurs. Tous vous qui êtes en ligne, qui avez posé des questions, on n'a pas eu le temps de les traiter. Restez connectés. On va y répondre à l'écrit sans problème. Donc, merci et merci à vous tous. Donc voilà, comme je l'avais indiqué en ouverture, le programme donc continue. Dès demain matin, on va décliner. Donc, on sera beaucoup plus métier, beaucoup plus use case et bénéfices de l'IA. On va sortir un peu de la techno pour voir l'application. Et on va traiter demain matin le retail et manufacturing, puis dans l'après-midi, donc la finance. Et puis jeudi, on sera sur énergie, services et telco, puis l'après-midi de jeudi sur secteur public, et on terminera par la sécurité. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le monde du retail et manufacturing, Super. rendez-vous demain matin. Merci encore à tous et très bonne Merci à journée. tous. Au Merci à revoir. vous. Bonne Merci. journée, au revoir.